C'est un peu chargé comme intérieur. Ah, moi j'aime, moi j'aime. Vous savez, chez moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait beaucoup de choses. Tout est dans son jus, là. Tout est dans son jus, les cadres, les tours, on voit même les boîtes de pastels, de fusain. J'habite ici depuis 150 ans. Il est habité alors, cet appartement? Il est habité d'abord par l'âme de Moreau qui est bien ici, et puis il est habité par tous ces admirateurs du symbolisme et de sa peinture qui continuent à venir ici. C'est vrai que le propriétaire des lieux a voulu transformer cette maison familiale en musée pour y exposer son œuvre. Exactement. Moi, mes œuvres, quand je disparaîtrai, ben, je crois que... il ne restera plus rien. Salvatore Dali aimait bien venir ici. Et vous qui avez été sa muse, vous veniez souvent également? Dali, c'était son lieu de prédilection. Et donc, on venait ici presque en secret, en cachette. Et il adorait se balader ici et se replonger dans le symbolisme. Ça l'a beaucoup influencé. Où il mène où cet escalier spectaculaire? Ah ben ça continue, il y a l'atelier, et puis je suppose qu'en haut, il devait y avoir les chambres de bonne, je sais pas. On va aller voir. On va aller voir, allez, on va visiter. Bienvenue à Mandalire, dans votre Paris des Arts. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir. Vous allez avoir plein de choses à nous dire. Vous avez eu 1000 vies. Vous avez été mannequin dans les années 60. Ensuite, vous avez été une reine du disco. Ensuite, vous avez été animatrice télé en France, en Italie. On vous voit régulièrement sur les... actrice de théâtre. Actrice de théâtre. Et n'oublions pas peintre. Peintre et croqueuse d'homme aussi. Ah, oui. C'est accessoire, mais on en parlera un peu. Bon, en tout cas, vous allez avoir plein de choses à nous dire. Mais avant, on va visiter ce musée Gustave Moreau, que, on l'aura compris, vous connaissez bien. Que je connais bien et que j'aime beaucoup. Des tableaux du sol au plafond, jusque dans des meubles à panneaux pivotants ou dissimulés dans de grands placards, Gustave Moreau avait un parti pris, tout montrer. Le père fondateur du symbolisme avait décidé 3 ans avant sa mort de transformer en musée la demeure familiale du 9e arrondissement pour y conserver quelques 25 000 œuvres, dont 15 000 de sa main. Après 12 mois de travaux et une rénovation à l'identique, cette bulle intimiste aux allures belle époque accueille de nouveau les visiteurs. Ah, c'est extraordinaire. Alors, le symbolisme. Alors, qu'est-ce que le symbolisme? C'est un peu l'anti-impressionnisme. Alors, les impressionnistes, c'est la nature, le soleil, l'eau. Les symbolistes, c'est du rêve, comme sorti de la mythologie ou de la Bible, avec des scènes qu'on a parfois un peu de mal à comprendre, sauf si on est spécialiste. Et puis, il n'y a jamais une nature morte, quoi, des porcs, très peu. C'était uniquement des anges, des licornes, des monstres, des têtes coupées, Salomé. On peut voir Salomé, voilà, Jupiter. La tête dansée, Jupiter. Enfin, vous ne rencontrez pas du petit monde. Non. Il a été en plus membre de l'Académie et professeur. Il avait comme élève le jeune Matisse, le jeune Rouault, qui ont laissé une certaine trace au XXe siècle. Dans la misère, quoi, pas du tout, puisqu'il a tout légué où vous êtes à l'État, qui a eu du mal à l'accepter, parce qu'il n'y avait que des esquisses. Ah oui, c'est pas fini, les tableaux sont pas finis. Sauf celui-là. Alors on a la chance avec Moreau, c'est qu'on a tout conservé. Il y a 15 000 œuvres ici. 15 000 œuvres, c'est incroyable. C'est vrai que Gustave Moreau a beaucoup inspiré les surréalistes. Beaucoup. André Breton aimait beaucoup, Dali évidemment aussi. Et bon, comme évidemment tous les sujets qu'il touchait, c'était hors de la réalité. C'était le rêve total, la magie, les choses freudiennes aussi, le sphinx, Oedipe, etc. Ouais. Donc ça leur plaisait beaucoup tout ça.
À votre avis, quelle était la peinture préférée de Dali et la vôtre, par la même occasion? Moi, j'aime beaucoup les rochers, vous voyez. Mais juste cette esquisse, c'est magnifique. On dirait un décor de théâtre ou de ballet. Et moi, ça m'a toujours fait rêver. Je venais ici, j'étais étudiante aux Beaux-Arts. Déjà, on croyait que j'étais amoureuse de la peinture de Dali, mais je n'aimais pas du tout la peinture de Dali. Moi, j'aimais la peinture de Gustave Moreau. Pour son interview, Amanda a choisi le décor d'un grand palace, et pas n'importe lequel. Celui qu'avait choisi Dali comme port d'attache à Paris. Regardez-moi ça. Hein? Vous connaissez bien cet endroit? Je connais bien cet endroit parce que c'est ici que tout a commencé. Je suis devenue parisienne à partir d'ici. Alors ça, c'est les meubles qu'avait dessiné justement Dali. Vous voyez? Il avait dessiné ces tables, ces chaises avec des pieds... À talons. Et ça aussi, vous voyez, la lampe avec les os, là, les fémurs qui font le pied de la table, ça c'est dessiné par Dali. Enfin, tout ça, c'était son domaine. Et alors, c'est vrai qu'il habitait ici au 2e étage. Et donc, moi, tous les après-midi, j'arrivais, je débarquais et je venais prendre mon thé ici. Avec lui. Ça s'appelait le 5 o'clock tea. Alors, Dali aimait bien l'histoire du 5 o'clock tea. Dali, vous avez été sa muse, son égérie pendant 15 ans. Oh. Comment est-ce que vous définiriez votre relation? Quand je faisais l'école des Beaux-Arts, je l'ai rencontré et je lui ai dit, vous savez, cher maître, nous sommes pratiquement collègues, parce que moi aussi, je fais de la peinture. Imaginez, j'avais peur de rien à l'époque. Et donc, évidemment, ça ne lui a pas plu du tout. Il a dit, mais pour qui elle se prend, celle-là? Donc, il m'a dit, écoutez, ma petite, ne me montrez surtout jamais vos peintures, hein, c'est pas la peine. Donc, je veux dire, ça a très mal démarré. Et souvent, comme les choses comme ça qui démarrent très mal, après, ça se passe formidablement bien. Alors, ça a été le début de quoi? C'était le début d'une très longue passion amoureuse, puisque ça a duré 16 ans, je crois, 15 ou 16 ans. On est restés très, très liés. J'allais tous les étés chez lui en Espagne, à Cadaqués. J'avais ma chambre dans sa maison. Je l'accompagnais à Madrid, à Barcelone, à New York. À New York, je passais l'hiver avec lui au Saint-Régis. Donc, je veux dire, on se quittait pratiquement pas. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire des gens... ah oui, vous étiez sa muse. Le mot muse, c'est pas très clair. On ne sait pas trop la muse, qu'est-ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle fait la muse? Est-ce qu'elle pose pour les tableaux? Est-ce qu'elle fait aussi la vaisselle? Est-ce qu'elle couche avec? La muse, bon. Enfin, la muse, c'est une présence, voilà. C'est une présence qui inspire. Et donc, je suis restée très proche de lui et je dois dire, à son contact, j'ai beaucoup appris, voilà. Alors, je vous ai souvent entendu dire que vous n'aviez pas été sa maîtresse. Ah ben personne n'a jamais été sa maîtresse parce qu'il était impuissant. Donc de toute façon, le problème était réglé dès le départ. C'est autre chose. Il y avait un grand lien sentimental. On était très amoureux. Il me prenait la main, il me regardait dans les yeux, il me récitait des poèmes de Garcia Lorca. C'est merveilleux. Moi, personne ne m'avait jamais fait ça. Moi, j'habitais à Londres, je fréquentais les Stones, les Beatles, le Jimi Hendrix, tout ça. Et c'est vrai que j'avais jamais eu ce genre de rapport, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que vous avez eu une période musique avec un petit péché mignon qui était les guitaristes. Vous avez eu quelques relations célèbres, en tout cas suffisamment pour qu'on en parle. Brian Jones des Stones, David Bowie. Vous avez été la maîtresse de David Bowie. Vous avez une relation suivie avec lui. Comment vous l'avez rencontré? Bowie, c'était la première fois que je chantais avec un garçon qui se maquillait plus que moi et en plus qui ne se démaquillait pas. Et donc, ce qui me fascinait, c'était le personnage. C'est vrai, le personnage était assez fascinant. Non, mais ce qui est dingue, c'est quand même le coup de fil d'Angie Bowie le lendemain de votre première nuit. Bonjour, est-ce que je peux parler à mon mari? Mari? Ah bon, quel mari? Bah oui, je suis Madame Bowie. Ah bon. Et donc, voilà, ça a été le début avec David Bowie d'une relation qui a duré 1 an ou 2. Je l'ai accompagné après à New York. Et puis, il m'a mise sous contrat avec son manager. La période disco commençait, on était en 1979. Il y avait eu la fièvre du samedi soir, les Bee Gees. Et vous êtes devenue une reine du disco. Voilà, et moi qui n'aimais pas du tout le disco, ben, malheureusement, j'ai dû faire de la musique disco. En 80, avec seulement 4 albums, vous vendez 20 millions de disques. Ouais, c'est vrai, ça s'est bien vendu. Alors cette période disco, c'est aussi la période de toutes les rumeurs. Dali et Bowie en font courir une en particulier. Ils expliquent que vous êtes en réalité un homme. Alors évidemment, on ne va pas en parler pendant des heures, mais moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'à l'époque, vous ne démentez pas. Pourquoi?
mais ni maintenant, il ne faut jamais démentir. Il faut laisser les gens parler. Cette rumeur, ça a servi à faire parler de moi dans le monde entier. Du coup, le magazine Playboy s'est intéressé à moi. On m'a demandé de poser nu pour Playboy. Je n'avais jamais posé nu de ma vie, donc moi, nu dans Playboy, etc. Donc, je veux dire, ça a créé une telle provoque, un tel engouement, que, en effet, comme vous dites, ça m'a fait vendre des millions de disques dans le monde. Et surtout, ça a créé autour de mon personnage toute une aura sulfureuse, mystérieuse, oui, mais peut-être. Et en fait, ça a beaucoup servi. Après votre période disco, vous vous lancez dans l'animation télé, vous présentez des émissions en France, en Italie. En Italie, on vous a beaucoup vu sur les chaînes de Berlusconi. C'est une page importante de votre vie? Vous savez, moi, je crois beaucoup au hasard. Je laisse faire. Je sais que de toute façon, il va se passer des trucs. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je chantais tranquillement en Italie. Un beau jour, un certain monsieur Berlusconi m'a téléphoné et m'a proposé de travailler pour ses chaînes. Je ne savais même pas qui c'était. J'étais à Milan. Et puis me voilà parti pour une vingtaine d'années de télévision italienne avec tout ce que ça comporte de paillettes, de strass, de musique et tout. Et ça a très bien marché. Après, au bout d'un moment, je me suis lassé de cette télévision et je suis rentré en France. Et comme par hasard, sans même demander, plouf, le téléphone a sonné et c'était Jean-Claude Camus qui me proposait de faire du théâtre. Et j'ai dit, tiens, théâtre, je ne l'ai pas encore fait, voilà. Antenne dans 1 minute. Coupez les brocolis en dés et réservez-les quelques minutes. T'es fatal ou quoi? Moi, j'ai jamais réservé des brocolis. Hein. Votre autre grande passion, ça reste la peinture. Est-ce que vous peignez toujours? J'ai toujours peint. Je n'ai jamais arrêté. Donc, je me suis mis à faire quelques expositions qui ont marché aussi. Mes tableaux avaient une certaine cote. J'arrivais à vendre pas mal de toiles. Le rêve, évidemment, ce serait de vivre de ma peinture. Et puis, bye bye la télé, vous ne me verrez plus jamais. Je serai chez moi en train de peindre. Mais pour le moment, on n'en est pas là. La prochaine étape, parce que vous n'êtes jamais à court d'idées, c'est quoi? La prochaine étape, écoutez, la politique m'intéresse de plus en plus. Peut-être qu'un jour, je finirai conseillère municipale ou quelque chose comme ça. Mais avant de se lancer en politique, Amanda a très envie de remonter sur les planches. Hello! En ce moment, elle étudie plusieurs projets. Et pourquoi pas en compagnie d'Édouard Collin, qui a joué à ses côtés dans Lady Oscar et Panique au ministère. Rencontre avec le comédien. Le théâtre, c'est une famille. Elle est agréable sur scène, elle est agréable en dehors de la scène? Alors, en dehors de la scène, pas toujours, mais sur scène... Non, elle est très agréable, c'est une vraie pro. Quand on est arrivé aux répétitions de Panique au ministère, on connaissait tous pas du tout notre texte. Elle est arrivée texte su. Donc le premier jour, on est resté... Vous êtes venu fumer quoi? Un joint? Ici? Oui, ici, parce que je cache mon herbe au ministère. Derrière le code civil. C'est très dur, c'est comme un athlète, quoi. Il faut se préparer avant. Et alors nous, on a notre petite routine avant. Dans la loge, on se fait la voix. Lui, il chante à tue-tête. Je vais l'écouter. Il va nous en faire un petit morceau tout de suite. Dans sa loge, il y avait la photo de Whitney Houston. Ah, alors un petit bout de Whitney Houston, là, pour nous? Non, je vais pas la saccager. Non, bon. I will always love you. Non, mais c'est vrai que le théâtre, forcément, c'est une aventure humaine, puisqu'on se retrouve tous les soirs sur scène. Mieux vaut bien s'entendre, quand même. Quand on part en tournée, on vit ensemble. Donc il faut être avec des gens avec qui on peut vivre et des gens avec qui sur scène ça passe et sur qui on peut compter. C'est très important. Vous avez en tournée, c'est rigolo parce que on fait de notre spectacle le soir. Après, on termine tous ensemble. Il y en a qui fument, d'autres ne fument pas. Il y en a qui boivent des mojitos ou de la vodka. Enfin, c'est des mojitos. Et puis alors, le matin, on les voit débarquer à la gare avec jusque-là. Et Édouard, il fait quoi? Il fume, il boit, Mais non, qu'est-ce qu'il fait? On s'est bien trouvé pour ça parce qu'en fait, on est assez pareil. On fume pas, on boit pas. Édouard, on vous a vu aussi au cinéma, notamment dans ce film, né en 68. Le cinéma, vous prenez autant de plaisir qu'au théâtre? C'est très différent, c'est pas le même métier. Le rapport au personnage est pas le même, le rapport à l'acteur est pas le même. Ouais, non, ça n'a rien à voir, mais je prends beaucoup de plaisir. Mais par contre, au cinéma, j'ai eu des personnages plus tristes et plus noirs, comme dans Né en 68, où je faisais un jeune séropositif, qu'au théâtre, dans Panique au ministère ou dans Lady Oscar, où à chaque fois, j'ai des rôles plutôt drôles. Je vais m'en fumer un. Comment ça, un quoi? Un saumon. Un pétard, du fond, là. Et maintenant, c'est l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts.
Mon bonheur surprise, c'est quand je suis arrivée à Paris et que j'ai chanté pour la première fois sur scène au Palace. Et c'était en 78, je crois. Il y a un petit resto italien qui s'appelle D'Alberto qui me fait des linguini aux artichauts et j'y vais presque tous les jours. Ah ben moi, c'est Saint-Germain-des-Prés. Parce que j'aime beaucoup ce quartier à cause des beaux-arts, à cause des galeries de peinture, des étudiants, tout ça. J'adore Saint-Germain. J'y habite pas, mais j'aimerais beaucoup y habiter. Ce qui me manque après, c'est la Provence. Mes chats, mes 10 chats, mes oliviers, mon ciel bleu. Voilà, ça me manque parce que j'aime beaucoup la Provence. Le Parisien est stressant. Ils sont très énervants, les Parisiens. Ils sont toujours... Elle est stressée, justement. Elle a toujours peur d'arriver en retard, etc. Non, je les trouve... Ils n'ont pas le même rythme que les gens du Sud. Je pense que les quais, c'est très beau, avec un joli coucher de soleil sur un pont, des ponts de Paris. Et voilà, être là, en train de regarder passer les péniches et dire « je t'aime pour la vie ». Ça m'est pas arrivé, hein. Il n'est jamais trop tard. C'est un fantasme. D'accord. Magique. C'est une ville magique. Merci Amanda Lear. Ben, merci à vous, merci France 24 de m'avoir invité. Ainsi s'achève le Paris des Arts d'Amanda Lear. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet France 24, une émission qui, maintenant vous le savez, se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Merci beaucoup.